j'ai envie de partager avec vous une anecdote. Hop, c'est parti. J'ai envie de partager avec vous une anecdote. C'était il y a 1 an, lors de ma première exposition photo. Excusez-moi, c'était à l'envers. Donc 2 enfants et leurs parents et leur père s'approchent de l'un de mes tirages. L'un des enfants dit « Regardez, c'est la maison Luke Skywalker, c'est Tatooine, c'est Star Wars ». Son frère lui dit « Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Regarde, il y a des traces de pneus ». Je souris, mon regard croise celui du père, et là, on se dit, en tant qu'adulte, bon, on va leur expliquer que c'est pour de faux, c'est un tournage, etc., etc. Mais là, le premier enfant surenchérit et dit « Regardez, ce sont les traces des chenilles du sandcrawler des Jawa ». Cet enfant est resté en fait dans son imaginaire. Et c'est assez bluffant de voir que 40 ans après la sortie de Star Wars, il y a un impact quand même assez énorme, surtout même au niveau des nouvelles générations. Alors comment George Lucas et ses collaborateurs ont-ils fait pour inscrire Star Wars dans l'air du temps? Alors tout d'abord, vous reconnaissez peut-être ce texte défilant. Ce n'est pas celui de Star Wars, c'est celui de Flash Gordon. George Lucas voulait réaliser et adapter Flash Gordon au cinéma, mais il n'a pas pu pour une question de droit, et heureusement pour nous. Tout d'un coup, alors du coup, il a pris le texte défilant de Flash Gordon, mais aussi le héros qui va passer de planète en planète pour sauver une princesse. Ce même Flash Gordon va être aussi un petit peu... il va y avoir pas mal d'inspiration de John Carter of Mars, autre grand récit de science-fiction. Au niveau des autres inspirations, on va aussi avoir le cinéma japonais. Ici, La forteresse cachée, un film d'Akira Kurosawa, durant lequel le héros doit sauver une princesse, mais il est accompagné de 2 personnages un peu simplés. Nous avons donc ici notre Luke Skywalker, et en personnage un peu simplé, R2-D2 et 6PO. Et ce 6PO, il va venir tout droit de Metropolis de Fritz Lang. Ça va être l'androïde Maria. Nous avons ici Excalibur, le sable laser, le lien évident, pensez au chevalier de la table ronde. La Tunisie, le désert sud-tunisien, quoi de mieux que le désert pour caractériser Luke Skywalker et sa solitude avant qu'il parte à l'aventure. Maintenant, on va convoquer la mythologie américaine, le Far West, la ruée vers l'or, le western. Regardez ce monsieur à côté du cheval. Son gilet ne vous fait-il pas penser à celui de Han Solo ? Et bien sûr, il est devant un saloon. Est-ce qu'il y a un saloon dans Star Wars? Bien évidemment, il y a la cantina. Et la cantina elle-même est peuplée de créatures qui sont inspirées de la nature. Nous pouvons y croiser une menthe religieuse ou un homme requin-marteau. Et tous nos héros, ils vont s'envoler dans un vaisseau un peu spécial, le Faucon Millennium, qui est directement inspiré du B-29 de la Seconde Guerre mondiale. Et nos héros vont combattre des méchants au casque un peu typique, qui est dans un univers qui n'est pas très reluisant, qui est uniquement blanc, rouge et noir. Nous avons aussi des inspirations du Japon féodal. Si vous vous souvenez bien, Obi-Wan Kenobi porte une bure, Luke Skywalker un kimono. Lui, Dark Vador, qui est à la fois du côté obscur et lumineux, une certaine dualité, eh bien, il va porter le casque du samouraï. Et ce qui est marrant avec ce casque de samouraï, c'est qu'il fait aussi écho au casque qu'on a vu précédemment, le casque de l'armée allemande. Nous avons aussi un univers visuel qui, là, va être non pas clean et chromé comme dans les autres films de science-fiction, mais qui, au contraire, va être sali et usé. Et ça, c'est une grande invention un petit peu de Star Wars qui va être repris dans énormément de films après, dont Alien. Au niveau de la spiritualité, on va aussi un petit peu s'écarter de ce qui est occidental. On va aller vers la spiritualité orientale. Au niveau des effets sonores, là, ça va être très intéressant aussi. On ne va pas créer de son synthétique, on va aller enregistrer des projecteurs pour faire le bruit de sable laser. On va aussi enregistrer des animaux dans des zoos pour faire les bruits de créatures et même convoquer aussi des dialectes ethniques. Au niveau de la musique, c'est aussi très intéressant. Dans les années 40, à Hollywood, il y avait le symphonisme. L'orchestre au cinéma était quelque chose de très très répandu, mais dans les années 70, ça ne l'était plus du tout. Alors Lucas a convoqué John Williams, qui a un petit peu ressuscité le symphonisme des années 40 et l'a projeté dans les années 70, afin de donner un souffle épique à Star Wars. Qui dit symphonisme, dit aussi
inspiration de Richard Wagner, qui a écrit Le Vaisseau fantôme, à Meudon d'ailleurs. Alors Richard Wagner, pour lui, pour nous, c'est le leitmotiv, c'est le fait d'associer un air, une mélodie à un personnage ou une thématique. Alors toutes ces références permettent de créer à la fois de la familiarité pour nous immerger dans un monde, mais aussi de l'exotisme pour que l'on puisse s'émerveiller. Il y a un équilibre assez savant. Alors George Lucas a voulu aussi donner une dimension mythique à son film. Comment il a fait? Il s'est basé sur les travaux de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un anthropologue américain qui a parcouru les 4 coins du monde et analysé les mythes, les contes, les récits folkloriques et les légendes. Il a remarqué qu'il y avait plusieurs similarités, que les héros passaient toujours à peu près par les mêmes étapes. Pour lui, les mythes ont une structure universelle. Il a donc théorisé ça sous la forme d'un monomythe. Alors, qu'est-ce que le monomythe? Le monomythe, ça va être tout simplement le monde ordinaire. Au début, nous avons un héros qui vit dans un monde. Pour Luke Skywalker, ça va être Tatooine, sa maison, ce qui se passe autour de sa ferme. Au niveau j'ai perdu le retour diapo. Au niveau de Dorothée, dans le Kansas, pour Dorothée, du Magicien d'Oz, ça va être le Kansas. Pour le Seigneur des Anneaux, ça va être ce qui va se passer dans la comté. Merci. Je disais, pour Dorothée, dans Le Magicien d'Oz, ça va être le Kansas, son mort ordinaire. Pour Ulysse, dans l'Iliade et l'Odyssée, ça va être l'île d'Ithaque. Et tous ces héros-là vont passer dans le monde inconnu. Le monde inconnu, c'est quoi? Ça va être, pour Luke Skywalker, tout ce qui se passe hors de sa planète. Pour Ulysse, ça va être Troie, ça va être l'océan. Et ils vont y passer et être un petit peu broyés. Ils vont être broyés par ce monde inconnu, mais ils vont en ressortir enrichis, augmentés, transformés. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Alors, il y a bien sûr, bien évidemment, différentes phases dans ce monomythe. Je ne vais pas forcément tout vous détailler, mais je vais en souligner quelques-unes. Tout d'abord, il y a l'appel de l'aventure. C'est très important, l'appel de l'aventure. Dans Star Wars, ça va être le moment où Luke reçoit le message de R2-D2, l'hologramme de la princesse Leia. Il aimerait bien y répondre favorablement, mais il va refuser. Refuser parce qu'il dit qu'il doit travailler avec son oncle. Et en effet, il a certaines obligations, mais il va croiser la route d'un mentor. Ça va être Obi-Wan Kenobi. S'il avait été dans Excalibur, ça aurait été Merlin. Et il va commencer à partir à l'aventure, parce que hélas, les Stormtroopers ont tué son oncle. Plus rien ne le retient. Il va partir à l'aventure et franchir le premier seul. C'est le point où il ne peut plus faire marche arrière. Là, il va rencontrer des alliés, des ennemis, Chewbacca, Han Solo, Dark Vador, les Stormtroopers, etc., etc. Et ils vont tous aller dans une caverne. Alors, ça va être une caverne bien sûr symbolique. Et dans Star Wars, cette caverne, ça va être l'étoile noire. Tous ces héros-là vont être dedans et vont en ressortir un petit peu broyés, comme je le disais, mais ils vont s'en sortir pas trop mal. Ils vont donc avoir une petite récompense. Et cette récompense, par exemple, pour Luke, ça va être qu'il va commencer à connaître et un petit peu maîtriser la force. Et plus tard, vers la fin du film, avant même de rentrer dans le monde ordinaire, il va tout simplement la convoquer en débranchant son ordinateur, en faisant confiance à lui-même, à la force. Et avant même de réussir à faire exploser l'étoile noire, comme beaucoup de héros dans les mythologies, il va expérimenter une expérience de mort, puis quasiment de résurrection. Au moment où il est à 2 doigts de faire exploser l'étoile noire, Dark Vador est juste derrière lui. Il va appuyer sur sa gâchette pour faire exploser son vaisseau, mais là, Han Solo arrive. Et nous, en tant que spectateurs, nous frissonnons avec lui. Mais bien sûr, il réussit. Il revient avec un élixir. Alors un élixir, ça peut être énormément de choses. Tout ça peut être une amulette magique, quelque chose. Et avec cet élixir, il va rééquilibrer le monde ordinaire, ramener un état neutre et stable. Donc l'élixir aussi dans Star Wars, ça va être tout simplement la paix. Il a certes quitté Tatooine, mais Luke revient avec un élixir qui s'appelle la paix. Il le ramène, alors pas à Tatooine bien sûr, mais il rejoint en fait son monde ordinaire qui est l'équilibre et surtout la rébellion pour partir dans les autres films, vers d'autres aventures.
Alors, on a vu qu'au travers de différentes inspirations et une structure narrative impactante, forcément on va dire mythologique, George Lucas a réussi à inscrire Star Wars dans l'ère du temps, mais surtout le faire résonner plus de 40 ans après. Et je vais donc vous inviter en fait à peut-être reconsidérer certaines choses. Pour certains, Star Wars, ça ne va être qu'un simple film de science-fiction. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça va être une œuvre passerelle, une œuvre qui va égayer la curiosité, une œuvre qui va donner un sentiment d'émerveillement. À la manière du conte de fées, qui commence par « Il était une fois », Star Wars commence par « Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine ». C'est une invitation à l'émerveillement, au SI, le SI du champ des possibles. Ce SI, qu'il est suffisamment insufflé, distillé dans l'enfance, va nous permettre, durant toute notre vie, de voir les choses légèrement différemment, d'être un petit peu plus créatifs et peut-être même aujourd'hui, nous aider dans les défis du futur. Alors, j'ai envie de vous inviter à être exigeant. Exigeant avec les histoires que vous lisez, que vous regardez, que vous écoutez, mais surtout les histoires que vous partagez avec vos proches ou vos enfants. Je vous souhaite que toutes ces histoires vous inspirent, qu'elles aussi vous apportent beaucoup de choses, spirituellement, moralement, éthiquement, esthétiquement, peu importe, mais avant tout humainement. Et si ce soir, vous levez les yeux pour regarder le ciel, prenez une grande inspiration. Vous ressentirez peut-être une énergie. Ce ne sera peut-être pas la force de Star Wars, peu importe. Mais écoutez cette énergie. Laissez-la résonner en vous et demandez-vous pour quelle cause vous êtes prêt à ressentir l'appel de l'aventure. Merci à vous. À méditer.